J'ai toujours préféré vivre la nuit. Ça date pas d'hier, mais je pense que tous les gamins qui n'aiment pas l'école finissent par choisir ce style de vie. On va y plus tard pour retarder l'échéance et on finit par lutter contre le sommeil une fois en classe. Et souvent, ça nous suit plus tard dans la vie. Est-ce que ça s'est arrangé une fois devenu adulte? Pas le moins du monde, bien au contraire. Là vraiment, à l'heure où j'ai écrit le script, il y avait le soleil en train de se lever. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée de comment je vis. Et c'est normal, hein, la nuit c'est un monde à part. Pas de mail administratif, pas de stress inutile, les gens vont pour la plupart faire la fête quand ils sortent, on n'est pas au taf, on n'a pas de patron lourdin qui vient nous prendre la tête, ou de collègues pas drôles à la machine à café, on est bien. Pourquoi cette introduction? Parce que tout ce que j'ai décrit là, tout ce que je ressens là, j'aurais jamais pensé le lire dans un manga un jour. Et pourtant, j'ai lu Call of the Night, et Call of the Night parle de ça. Mais ça parle aussi d'autres trucs, et ça m'a laissé un peu perplexe. L'auteur ou l'autrice, parce que il y a pas mal d'infos qui se contredisent là-dessus, j'ai vu plus d'infos comme quoi c'est une autrice, de quoi partir du principe que c'est une autrice, c'est quelqu'un d'assez spécial dans ses créations. Pour être honnête, il y a pas mal de fois où on se demande si c'est pas quelqu'un qui faisait ou qui fait du contenu pour adultes aussi. Vous avez peut-être même vu l'adaptation animée de son premier manga, qui date un petit peu maintenant, mais qui s'appelle Dagashi Kashi. Et l'autrice, c'est très clairement le genre de mangaka, vous reconnaissez dès les dessins, hein, genre vraiment, vous savez que c'est elle. Alors, vous allez me dire comme la plupart des mangaka, mais là, c'est particulièrement marqué, il y a un style à part. C'est, comment dire, caricatural, anguleux, très axé sur l'expression des yeux, et surtout, comme dit un peu plus tôt, il y a toujours cette ligne assez floue entre contenu classique et contenu clairement plus adulte. Ça, et ça parle quand même vraiment beaucoup, peut-être pour pas dire quasiment tout le temps, de sexe. Elle est à fond là-dedans, hein, visiblement. Bref, j'ai lu tout Call of the Night, je vais vous faire un synopsis, n'hésitez pas à vous abonner pendant ce temps. Call of the Night, c'est une histoire de vampire. On suit Ko Yamori, un collégien qui en a eu marre des cours et qui s'est mis à sécher pour vivre la nuit. Un jour, il finit par rencontrer Nazuna Nanazuka, qui est une vampire, et c'est le moment de mettre un coup de pied dans la fourmilière, puisque c'est pas la peine de vous faire attendre plus longtemps, vous avez vu le titre de la vidéo. Basiquement, Ko veut devenir un vampire, sauf que pour ce faire, il doit tomber amoureux d'un vampire qui lui sucera le sang. Et vous faites peut-être le lien entre situation et problème, Ko c'est un collégien, Nazuna c'est un vampire bien plus âgé que lui. C'est pas un maxi manga de pointeur en fait. Et je vais vous poser la question très honnêtement, en soi, le fait que Ko soit mineur, est-ce que c'est un problème? Oui, alors, cette phrase sortie de la bouche d'un youtubeur, je sais, ça donne envie d'appeler la police pour qu'il y ait une perquisition chez moi, mais là, on parle d'une œuvre de fiction. Calmez-vous. La réflexion se fait en plusieurs parties. La première, c'est est-ce qu'une œuvre se doit de respecter la morale? Et la deuxième, c'est est-ce qu'un vampire en a quelque chose à foutre de la morale? Je sais que vous allez me remettre sur le tapis le cas de Sankanojo parce que je m'en suis toujours plaint et j'ai toujours critiqué le truc, sauf que Sankanojo, c'est une œuvre qui s'amuse de ses actes, qui semble absolument pas les remettre en question, et savez quoi, hein, on va sortir un bouquin de philo, comme ça on sera tranquille. Est-ce que vous connaissez l'enracinement de Simone Weil? Avec un W. Bon, je vous la fais courte, mais en gros, pour Simone Weil, la liberté d'expression, c'est essentiel et c'est même un besoin. Donc en gros, si vous voulez faire des trucs horribles, vous pouvez, mais si c'est de l'art, et seulement si c'est avec une volonté artistique. Parce que bon, vous êtes bien rigolo avec la liberté d'expression, mais si vous voulez écrire un truc profondément discriminatoire et que l'objectif n'était pas tant artistique que de juste transmettre vos idées gerbantes au plus grand nombre pour les rallier à votre cause, là il y a un problème et ça devient un délit. Donc bon, quand on vous sert Sankanojo, un manga avec plein de lolis, et quand vous regardez la carrière de la dessinatrice, elle faisait du contenu pour adultes avec des personnages clairement mineurs dedans, vous allez pas me faire croire qu'il y a un objectif purement artistique et un objectif qui est là seulement pour nous faire rire et c'est une parodie. Moi j'y crois pas. Bref, avec Call of the Night, comment on fait? Parce qu'on a quand même un gros age gap, le personnage a 14 ans, la vampire bien plus, le problème de l'art doit-il être moral? C'est réglé, c'est pas obligé, bien au contraire. La seule condition, c'est que ça ne serve pas à transmettre des idées dangereuses. Là-dessus, on peut être relativement safe. On en vient donc au deuxième point d'importance, est-ce que les vampires, c'est censé suivre la morale? Bon, on est tous d'accord? Non. Si on est tous d'accord là-dessus, normalement on le saura. J'ai une question, pourquoi tout le monde râle et se plaint dès qu'un truc décrit comme démoniaque fait des actes démoniaques? Les démons, tout le monde trouve ça stylé, jusqu'à ce que le démon fasse des trucs de démon. Là, c'est la fin du monde, c'est honteux. On en revient au même point, hein. Quand vous lisez ou regardez quelque chose, vous voudriez une petite pastille en bas pour vous indiquer quand le personnage fait un truc bien et quand il fait un truc pas bien. Sauf que l'art, ça a aussi comme intérêt de questionner la morale. C'est comme ça qu'on se retrouve avec Courbet qui dessine une maxi-touche parce qu'il sait très bien que ça va énerver tout le monde et tout remettre en question. Dans les mangas, tout le monde se plaint de la fin de Vampire Knight parce qu'il y a une histoire d'inceste à la fin. Sauf que les vampires, c'est incestueux. Voilà, c'est dans la logique de la créature. On va même se pencher un petit peu sur les vampires, leur définition et ce qu'ils sont censés représenter. Vous
vous allez comprendre un peu mieux où je veux en venir. Un vampire, c'est quelque chose de beau, qui est très pâle, qui vit dans un château, c'est très fort, ça a même des pouvoirs insoupçonnés, ça n'aime pas la lumière et ça se nourrit de la vie humaine aux alentours. Le vampire, très souvent, il peut décider de qui sera un vampire et très souvent, les vampires sont liés à leur famille, quitte à avoir des relations incestueuses pour garder la pureté de leur sang. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Les vampires, c'est des nobles, c'est tout. L'imagerie du vampire, l'idée du vampire, sa création, tout autour du vampire, c'est une représentation et une critique de la noblesse décadente d'Europe occidentale. Et peut-être même aussi un petit peu plus dans les pays de l'Est. Et ça fait sens puisque la plupart des figures historiques qui ont servi de base pour créer les vampires, c'était des nobles. Donc forcément, vous vous en doutez un petit peu, les vampires, c'est pas des représentants de la morale et encore moins des bonnes mœurs. Donc le problème est réglé. Call of the Night, pas problématique. Fini, logique. Sauf que ça vient avec un petit problème. Est-ce que les vampires de Call of the Night, c'est les mêmes que ceux que j'ai décrits? Bah non. Parce que la plupart, ils considèrent des humains comme des êtres dignes de respect, ils ont des règles tacites, un code moral, donc c'est problématique. Ils se mêlent à la société humaine, ils sont entourés d'humains, ils respectent les codes, et ils ils n'hésitent pas de draguer des mineurs. Comment on fait? On interprète ça comment? C'est compliqué quoi. Remettons les choses en contexte. On a une vampire bien plus âgée qui fait des blagues salaces à un gamin de 14 ans qui reste avec lui H24, qui se bourre la gueule devant lui. D'ailleurs ça me fait toujours autant rire parce que ce genre de truc ça passe toujours dans les mangas, mais alors par contre le mineur qui doit boire de l'alcool, alors ça, impossible hein. Là, ligne rouge, c'est mort. Sauf que le truc c'est que Nazuna, elle est déjà montrée comme marginale, elle est du genre à tromper les gens pour boire leur sang, et elle a clairement pas notre balance morale à nous. Même les autres vampires la trouvent un peu bizarre, et surtout ça va me permettre de discuter d'un certain point de l'œuvre, un point bien particulier. Et si au final, le fait que le personnage principal ait 14 ans, ça n'avait pas un intérêt bien précis. Chez les hommes, je parle homme au sens sexuel, appareil reproducteur masculin, la majorité des changements commencent à cet âge-là. La plupart découvrent la sexualité à cet âge-là. Et c'est ça, une des plus grandes parties du propos de Call of the Night. C'est dit plusieurs fois dans le manga que pour un vampire, sucer du sang, c'est un acte pour se nourrir, mais c'est aussi un acte sexuel. Et c'est même pas un message implicite, le manga il va vous le dire plusieurs fois. C'est un manga qui parle d'un jeune en pleine puberté qui découvre le monde adulte, dans sa globalité. Et c'est aussi un jeune qui découvre que les adultes, ils sont bourré de failles. Entre la détective complètement folle qui fume comme un sapeur et lui parle de trucs vraiment limites, la vampire qui enchaîne les bières comme si c'était des verres d'eau, et même tous les vampires qui au final sont plus ou moins des red flags ambulants, la personne la plus saine et la plus moralement responsable, c'est le gamin de 14 ans. Sauf que un adulte, même s'il est défaillant, il peut vous donner de très bons conseils. Dans le même sens, un gamin de 14 ans en est capable aussi. Donc vous verrez des vampires et des adultes clairement défaillants donner des vrais conseils à Yamori qui en donnera lui aussi. Ça changera la vision des choses aux deux parties, et on va reprendre ce que je disais un petit peu plus tôt vis-à-vis de l'art et de la morale. À aucun moment les relations entre personnages sont montrées comme saines. Elles sont pas montrées comme entièrement mauvaises non plus, mais elles sont pas glorifiées. Il y a des fois où on voit très bien que les vampires ils ont une emprise sur les personnes plus jeunes. Il y a d'autres fois où ces relations amènent à quelque chose de plus sain et ça construit une relation de confiance. Si on enlève le filtre vampirique de la chose, ça devient très clairement plus discutable. L'histoire, ça serait celle d'un gamin de 14 ans qui sèche les cours, vit la nuit, rencontre une femme plus âgée, couche avec et décide de la suivre pour changer sa vie. Ouais, là pour le coup, c'est nettement plus limite, le tout avec en plus comme objectif lui qui tombe amoureux d'elle. C'est du grooming, ni plus ni moins. C'est horrible, mais c'est la double lecture de l'œuvre. Pourtant quand vous lisez le manga, vous voyez bien une différence. Déjà parce que les vampires ne suivent pas notre code moral, que cet acte est pour eux sexuel, mais ça leur sert surtout à se nourrir, donc à ne pas mourir, et aussi parce que Nazuna, même si elle est plus vieille, on réalise bien qu'elle connaît absolument rien du fonctionnement du monde et de la société. C'est un mélange entre une meuf de plus de 50 ans et une gamine de 14 ans. C'est pour ça que même malgré l'écart d'âge conséquent, le manga il est pas purement problématique. On pourrait se dire évidemment, et je me suis fait la réflexion aussi, qu'est-ce qui coûtait de rendre Yamori plus âgé, genre 17 ou même le rendre majeur, 18 ans. Mais justement, ça enlèverait tout le poids de l'adolescent qui découvre le monde adulte et la sexualité. Au final, le manga il a même un message assez sain sur certains points. C'est pas parce que quelqu'un a 14 ans que c'est entièrement un gamin. En fait, à cet âge-là, c'est la ligne floue, autant pour les adultes que pour les principaux concernés. D'un côté, le manque flagrant d'expérience de vie fait qu'on est clairement plus manipulable et qu'on peut nous tromper beaucoup plus facilement. On a tendance à avoir moins de discernement et surtout on a un moins bon contrôle sur nos émotions. Au final, on a un tempérament un peu plus enfantin. De l'autre côté, 14 ans, on l'a bien vu, on découvre la vie adulte. Sauf que les adultes ne sont strictement jamais fonctionnels à 100%. C'est ça qui fait que j'aime beaucoup le message de Call of the Night. Les adultes ne se veulent jamais entièrement moralisateurs. Ils peuvent être fermes, désagréables ou chiants le jour, mais la nuit ça redevient des personnes avec leur vie couverte de défauts ou non. La plupart du temps, elles sont couvertes de défauts. D'un côté, il y a un mec qui trompe sa femme, pour autant ça ne remet absolument pas en question l'amour qu'il a envers sa fille.
De l'autre, le prof il est très clairement désagréable, jusqu'à ce que la nuit tu le vois complètement bourré en train de vomir dans le parc. Et enfin, la mère du personnage principal, c'est une hôtesse de club. Son travail c'est de se faire payer par des mecs pour boire avec. C'est pas un truc qu'on qualifierait de vraiment moral. Mais même malgré tout ça, c'est pas des mauvaises personnes à 100%. Elles ont une expérience, elles connaissent les doutes des plus jeunes et elles ont le devoir de les aider. De plus, elles le font sans jugement et sans les prendre de haut. Ce que j'aime beaucoup, c'est de voir que malgré les fissures et les failles, ce sens du devoir envers la jeunesse, il finit toujours par primer. C'est pas une éducation paternaliste, c'est au contraire une invitation à découvrir les choses, si possible en évitant de se mettre en danger. Bon, ça, c'est un peu raté. On va accompagner la jeunesse parce qu'elle a besoin de se construire, elle a besoin de se forger, et donc elle a besoin d'expérience, c'est ce qui la permettra d'être plus heureuse. C'est pour ça que quand Yamori revient au lycée, il a changé à 100% en fait, il s'est assumé, c'est quelqu'un de plus ferme, il sait plus qui il est, et surtout il a compris que le monde adulte, il a aussi ses gamineries. Ça permet de revenir à la relation avec Nazuna, puisque c'est ça le point le plus important du manga. On a parlé de doutes, de complications, voire de relations abusives, parce que ça montre aussi ça, comment les adultes peuvent détruire la vie des plus jeunes, mais un des thèmes principaux les plus importants, ça reste l'amour et la sexualité, qui de toute façon est toujours un des thèmes principaux dans les histoires de vampires. Toute la relation entre les deux personnages principaux, à la base, c'est une relation d'intérêt. C'est clairement même ce qu'on pourrait appeler Friends with Benefits en anglais, ou c'est des sex friends. D'un côté, Nazuna, elle se sert de Yamori pour assouvir ses besoins et ses pulsions. De l'autre, Yamori, il voit ça comme un intérêt, il peut y gagner quelque chose, la possibilité de devenir vampire, d'être libre, et de pouvoir grandir, changer comme il veut. Pour lui, c'est tout bénef. C'est une relation purement pratique, pas forcément saine ni morale, mais pratique. Sauf qu'au fur et à mesure des discussions, des claques derrière le crâne qui t'obligent à prendre les choses plus au sérieux, des conseils des personnes plus expérimentées, et ils réalisent bien que leur relation, elle peut pas se limiter qu'à ça. Donc ça finit par déboucher sur de l'amour avec plein de points plus ou moins réalistes. Les deux sont jaloux de l'un ou de l'autre une fois que quelqu'un essaie de les draguer. Les deux peuvent avoir des envies qui viennent de manière inopinée, les deux s'engueulent, les deux réalisent la moralité de leur situation, ils réalisent les défauts de l'un de l'autre aussi. Tout ce qui compte au final, c'est le consentement. Parce que même si le manga va beaucoup en parler de ça, c'est pas tant un souci des actes en eux-mêmes qu'un souci de ce qui motive ces actes. C'est énormément traité dans l'arc de Mahiru. On met en parallèle la relation entre lui et une vampire avec celle de Nazuna et Yamori. Cette relation-là, elle est plus toxique, elle est basée sur une emprise totale, bien moins saine et bien plus dangereuse. Ça montre en grande partie que les adultes ont tout de même une emprise sur les plus jeunes, et que le fait d'isoler les plus jeunes, c'est clairement de la prédation. C'est vraiment leur relation à la base, c'est ça. L'histoire entre Yamori et Nazuna, c'est clairement l'inverse. Elle est divulguée au grand jour, tout le monde est au courant, tout le monde vérifie que ça reste sain, dans la mesure où c'est quand même une vampire bien plus âgée qui se fait un gamin de 14 ans, enfin qui suce le sang d'un gamin. De toute façon, pour les vampires, c'est la même chose, voilà, je l'ai déjà dit. Sauf que, c'est valide, puisque leur relation sera remise elle aussi en question. Et plusieurs fois en plus de ça. Bref, je sais que le plot de base, ça fait se dire que c'est un manga de pointeur, et au final, on se retrouve avec un truc plus sain que ce qu'on aurait pu croire, quitte à bousculer un petit peu la morale de temps en temps. En bref, est-ce que Call of the Night, c'est problématique? Bon, je pense que vous êtes assez grand et que vous pouvez vous faire un avis par vous-même. Vous avez pas besoin de moi pour ça. Cela dit, foutre un bonnet G à une collégienne et faire des blagues là-dessus, moi je pense pas que c'était nécessaire. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.